Bienvenue sur le podcast À la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et doctorants de l'École des Ponts ParisTech. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui au micro, Morgane Steins, doctorante depuis 2020 au Centre d'enseignement et de recherche en mathématiques, où tu fais une thèse en mathématiques pour la simulation numérique. Bonjour Morgane. Bonjour. Mathématiques pour la simulation numérique. Alors les mathématiques, on voit à peu près ce que c'est. La simulation numérique, peut-être un petit peu moins. Explique-nous de quoi il s'agit. Donc la simulation numérique, c'est un domaine de la recherche qui se situe à l'intersection entre trois domaines qu'on connaît, qui sont la physique, les mathématiques et l'informatique. Et l'objectif de la simulation numérique, c'est de représenter mathématiquement par des modèles les phénomènes physiques. Et ensuite, une fois qu'on les a bien compris, qu'on comprend comment ils fonctionnent les phénomènes physiques, d'essayer de les coder informatiquement pour pouvoir faire des simulations sur ordinateur et ensuite analyser ces simulations plutôt que faire des vrais essais comme des crash tests par exemple. Le titre scientifique exact, donc c'est une méthode HHO explicite pour la dynamique des structures. Alors, en quelques mots, explique-nous de quoi il s'agit. Donc, je vais essayer d'expliquer les termes techniques importants et passer ceux qui ne sont pas forcément importants. Le terme le plus important, ça va être dynamique des structures. Alors déjà, la mécanique des structures, de manière générale, c'est l'étude des déformations mécaniques des structures. Donc une structure, par exemple, c'est un bâtiment, un avion, voilà, une structure physique assez complexe. Et la mécanique, c'est voir comment elle va se déformer sous l'effet de forces extérieures. La dynamique des structures, c'est quand on étudie comment elles bougent au cours du temps. Et plus particulièrement, nous, ce qui nous intéresse, c'est les mouvements assez rapides, souvent dans les accidents. Par exemple, la chute d'un avion, une explosion, quelque chose comme ça. Des phénomènes physiques assez rapides. C'est à différencier des études plutôt, par exemple, de vibrations. Donc, par exemple, ici au pont, étudier les vibrations d'un pont, c'est hyper important aussi, c'est quelque chose qui bouge. Mais c'est très différent de phénomènes accidentelles qui demandent des déformations plus importantes, qui vont beaucoup plus vite, etc. L'objectif de ma thèse, c'était donc d'utiliser cette méthode qui s'appelle HHO, dont je ne vais pas forcément détailler. Peut-être quand même dire à quoi ça correspond. Ça marche. Donc, c'est une méthode de simulation numérique, c'est-à-dire que c'est une méthode mathématique pour représenter des phénomènes physiques. Il en existe plusieurs. Donc, la méthode la plus utilisée, ça s'appelle la méthode des éléments finis, qu'on étudie souvent en école d'ingénieur et qu'on apprend à l'école des ponts. Et la méthode HHO, c'est une méthode concurrente qui a d'autres avantages et inconvénients que la méthode éléments finis dans le domaine, par exemple, de la dynamique des structures. Et l'objectif de ma thèse, c'était d'utiliser cette nouvelle méthode pour la dynamique des structures et voir si elle pouvait mieux représenter les phénomènes, si elle était plus fiable. Et aussi, surtout, ce qui nous intéresse, c'est, on fait des calculs sur l'ordinateur, combien de temps ils prennent, et est-ce que cette méthode est plus rapide pour une fiabilité tout aussi grande. Dans le cadre de ta thèse, donc, que tu as réalisée sous la direction d'Alexandre Hern, donc, qui est chercheur au CERMIX, est-ce que tu t'es spécialisé dans un objet d'étude en particulier ? Tout à fait. Alors moi, effectivement, j'ai pas précisé ça, mais j'étais au CERMIX et aussi au CEA, donc qui est le Centre de recherche en énergie atomique et en énergie alternative. Et donc l'application principale de ma thèse, c'était la simulation numérique pour le nucléaire civil. Et donc là, les enjeux de fiabilité, ils sont évident, on voudrait que nos simulations elles représentent vraiment ce qui se passe pour qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passe en cas d'accident. À la fois pour pouvoir faire de la maintenance chez EDF, par exemple, mais aussi parce que le CEA développe de nouveaux réacteurs et c'est plus facile de faire des simulations que des tests dans le domaine du nucléaire. Et évidemment, on veut être sûr que nos simulations prédisent vraiment ce qui se passerait si on allumait un tel réacteur. Donc au moment où on va diffuser ce podcast, tu auras soutenu ta thèse, donc qui a duré 3 ans. Comment s'est organisé ton temps pendant ces 3 années ? Est-ce qu'il y avait des moments clés, des phases importantes ? Comme j'ai dit au début, la simulation numérique, c'est à l'intersection de 3 domaines. Et je me suis un petit peu basée là-dessus pour découper mon temps et découper mon problème. Moi, j'ai un diplôme en mathématiques avant mon diplôme de thèse et un diplôme de master. Donc, j'ai commencé par l'aspect mathématique qui, pour moi, était le plus simple. Donc, j'ai commencé pendant 6 mois, 1 an, à étudier la méthode HHO, essayer de la comprendre, implémenter un petit peu informatiquement, mais surtout pour tester, beaucoup prototyper informatiquement, voir comment elle se comportait, est-ce qu'on pouvait bien représenter la physique. Après, la partie la plus importante de ma thèse, 2 années à peu près, ça a été vraiment sur l'implémentation informatique et comment est-ce qu'on pouvait la rendre efficace, comment on pouvait réduire les temps de calcul.
Et enfin, la dernière partie, les 6 derniers mois à peu près, c'était plutôt l'aspect physique, essayer de faire des simulations un peu plus réalistes avec des vrais phénomènes physiques de déformation de matériaux et voir si cette nouvelle méthode HHO avait les bonnes propriétés en termes de fiabilité et de temps de calcul. En ce qui concerne ton travail, est-ce que c'est un travail uniquement sur ordinateur ou est-ce que tu as une base de données qu'on va te fournir? Est-ce que tu vas aller sur le terrain, reprendre des mesures? Comment ça fonctionne? Alors moi, ma thèse, elle était uniquement informatique. C'est tout à fait possible en simulation numérique de faire des essais et de comparer. Mais moi, ma thèse, elle était un petit peu plus amont vraiment sur la méthode mathématique, donc j'ai pas fait d'essais. Mais on parle quand même de prototypage même avec un code informatique et on fait beaucoup d'essais. Il y a plusieurs méthodes pour faire des essais et savoir si on a bien fait. Il y a des cas très simples où on connaît d'avance la solution. Les mathématiques donnent la solution au problème. Et dans ce cas-là, on peut juste vérifier qu'on obtient la bonne solution. Il existe aussi des bases de données ou des papiers où les gens font des expériences vraiment physiques et ensuite publient les résultats attendus. Et donc nous, avec nos nouvelles méthodes, on peut juste vérifier qu'on a les mêmes résultats qu'eux. Et donc ça permet de valider nos modèles. Donc là, à l'échelle d'une centrale nucléaire, on a du mal à imaginer qu'il y ait des expériences qui ont été réalisées. J'imagine que ça va être sur des infimes parties d'une centrale. Effectivement, donc quand nous, on valide nos modèles, c'est vraiment étape par étape. On commence par des problèmes très simples avec une physique vraiment très simple. On ne commence pas par faire exploser des gros trucs. On va chercher à déformer des bouts de métaux qui ont des formes rectangulaires très simples. Vraiment, on les fixe, on tire de plus en plus fort, on regarde comment ils se déforment, on vérifie que ça correspond à la réalité. Et après, on complique de plus en plus le problème. Et à terme, on fait des simulations sur, par exemple, des cœurs de réacteurs complets. Là, on essaye de pas trop faire d'essais. Oui, j'imagine. Mais on arrive quand même, avec toutes les validations avant, à voir si ce qu'on obtient, c'est assez crédible ou pas. Donc maintenant que tu as terminé ta thèse, tu vas pouvoir nous dire si cette nouvelle méthode est prometteuse et si ton travail a porté ses fruits et si ça va pouvoir être utilisé dans le futur. Effectivement, donc j'espère que ma méthode sera utilisée dans le futur. Déjà, une partie très importante de ma thèse, c'est que je travaillais dans une équipe qui développe un logiciel de simulation numérique industriel qui a vocation à être utilisé et ma méthode est déjà implémentée dedans. Donc dès que les gens utiliseront ce logiciel de simulation, ils peuvent utiliser ma méthode. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ma thèse, qui était de se dire que quelqu'un allait l'utiliser. Donc là, on parle d'industriels, d'ingénieurs Exactement. Okay. Donc des industries, par exemple, je parle beaucoup du nucléaire, donc EDF est en partenariat avec le CEA. Mais par exemple, l'ancien logiciel qu'on est en train de remplacer avait été utilisé par la Commission européenne pour faire des essais, simuler des explosions dans le métro, des essais de sûreté. Donc, ça, c'était l'aspect, je suis très heureuse que mon travail puisse être utilisé. Après, est-ce qu'ils auraient intérêt à l'utiliser ou pas ? Les résultats sont très, très prometteurs sur les cas tests que j'ai faits, en tout cas, pas sur les grosses simulations que j'ai pas pu faire réalistes. La façon dont on mesure les résultats, nous, en général, c'est qu'on se donne un budget de temps de calcul et on regarde la précision du résultat. Et donc, ça, pour un budget de temps de calcul donné, ma méthode donne un résultat beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus fiable que les méthodes avant, dans le cadre justement de la dynamique des structures où on va déformer fortement des matériaux. Donc, j'espère effectivement que dans ce type de simulation, ma méthode, on utilisera mon implémentation de la méthode. Oui. Et là, tu parlais de temps de calcul. Pour qu'on se fasse une idée, on parle de quoi? De secondes, d'heures, de jours quand même peut-être? Alors ça dépend vraiment de ce qu'on simule. Moi, par exemple, mes calculs les plus évolués, c'était juste la déformation d'objets qui ressemblent à des poutres ou des projectiles qu'on lance très vite contre des murs. Et là, ça peut dépendre de la précision qu'on demande. Si on veut une précision très grossière, en quelques secondes, minutes, on a un résultat. Si on veut vraiment une précision très fine, savoir ce qui se passe en chaque point du matériau, être vraiment sûr, là, ça peut prendre plusieurs heures. Et si on fait une grosse simulation, alors là, ça dépend aussi de l'architecture de calcul qu'on utilise. On parle beaucoup du calcul haute performance et des gros centres de calcul, mais même sur ces gros centres de calcul, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours.
ta thèse était quand même très multidisciplinaire, physique, mécanique appliquée, informatique. C'est pas tous les jours on croise quelqu'un qui a toutes ces compétences. Quelles ont été les motivations personnelles et professionnelles, évidemment, qui t'ont amené à travailler sur ce sujet? D'autant plus que moi, je le vois au quotidien dans les différents sujets de recherche que je croise avec les doctorants et les doctorantes de l'école. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une femme aussi sur ces domaines disciplinaires-là. Alors, je vais déjà commencer sur le choix de mon sujet. Donc moi, j'ai diplômé d'une école d'ingénieurs qui est l'ENSTA Paris, qui ressemble beaucoup à l'école des Ponts. Et en parallèle, j'ai fait un master en mathématiques appliquées. Donc moi, ma spécialité, c'était les maths. Mais pendant mon école d'ingénieur, j'ai fait quelque chose de très utile. J'ai fait une année de césure où j'ai vraiment travaillé dans 2 entreprises différentes pendant 6 mois, à chaque fois en stage. Et donc, je voulais appliquer mes mathématiques à un contexte vraiment plus appliqué, industriel, où je vois la finalité de ce que je fais. D'accord. C'est pour ça que j'ai choisi mon sujet thèse, parce que j'ai travaillé dans un vrai code industriel qui serait utilisé un jour, et que l'application, même si pour moi elle est encore loin, j'ai pas fait des simulations vraiment applicatives, je sais que ce sera utilisé pour ça. D'accord. Donc ça, c'était le choix de mon sujet. Au niveau de l'orientation, je pense que pour beaucoup de gens qui ont fait une école d'ingénieur, j'ai un parcours assez classique. C'est que pour moi, les maths, ça m'a toujours paru facile et c'est ce qui me plaisait. J'étais une bonne élève de manière générale, mais les maths, c'est vraiment là où la réflexion me paraissait la plus naturelle. Donc, quand on réussit bien au lycée, qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, on nous dit t'as qu'à faire ingénieur. Alors ça veut tout et rien dire. Donc, quand on ne sait pas trop ce que ça veut dire, moi, j'ai fait une prépa. D'accord. Et en prépa maths, on a des sujets... ce qu'on étudie, c'est vraiment très, très technique, en mathématiques, en physique, très approfondi. Et donc, ça m'a donné envie de continuer là-dedans. C'est pour ça que j'ai fait l'école ENSTA, qui est quand même une école très technique, et que j'ai aussi fait mon master en mathématiques. Et pour le troisième sujet, qui est les femmes dans les sciences, effectivement, moi, depuis le lycée, je suis dans un environnement hyper masculin, et c'est allé qu'en s'empirant, parce que les mathématiques, c'est masculin, l'informatique et la mécanique, c'est masculin. Donc, dans mon laboratoire de 30, on était 4. D'accord. Qui pourrait rassurer, c'est que dans la hiérarchie de mon entreprise, il y avait tout autant de femmes que d'hommes qui étaient chefs. D'accord. Donc ça peut être quand même rassurant, mais vraiment les chercheurs en eux-mêmes, ce sont des chercheurs et très peu de chercheuses. Et je trouve que ça joue quand même au niveau, pas forcément de l'ambiance, mais moi, quand je me visualise où je serai dans 10 ans, j'ai pas forcément de modèle trop féminin. Et je trouve que c'est vraiment un problème. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire, mais il faut vraiment inciter les filles à aller dans les sciences. En fait, on a un avantage parce qu'on nous cherche. On cherche des filles. Oui. Donc, il y a presque une discrimination positive. Donc, il faut vraiment pas hésiter à faire des sciences. Et est-ce que toi, en étant jeune, en primaire, au collège ou au lycée, il y a un événement, une rencontre qui a fait que tu as voulu, comme tu parlais de modèle tout à l'heure un petit peu, est-ce qu'il y a un élément déclencheur ou voilà, ça a été un environnement peut-être familial, professionnel qui a fait que... Il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur. J'ai toujours été vraiment très à l'aise avec les mathématiques. J'aimais bien jouer avec ces idées, trouver des techniques pour pas avoir à apprendre les tables de multiplication, mais m'en rappeler. Voilà, donc dès le primaire, moi, j'aimais bien jouer avec les chiffres. Donc, j'ai pas eu tellement d'inspiration avant. Mais justement, maintenant que je cherche ce que je vais faire après ma thèse, c'est difficile d'avoir des modèles de chercheuses. Alors en effet, il y a de plus en plus de médiation scientifique, de rencontres entre des jeunes filles, même des fois dès le primaire, avec des chercheuses ou des doctorantes, pour justement montrer que c'est possible et que ça donne envie d'aller plus loin en fait dans ces disciplines scientifiques-là. Alors, on va changer complètement de sujet. Dans les précédents podcasts, on a abordé le sujet du Covid parce que toute cette génération de doctorants et doctorantes ont malheureusement passé une partie de leur thèse pendant cette période. Alors, pour certains, ça a pu ralentir l'avancée de leurs travaux. Et pour d'autres comme toi, ça a permis de travailler aussi en parallèle sur d'autres projets. Un projet qui a à la fois allié tes compétences en informatique, mais aussi des aspects plus personnels. Alors, je te laisse nous parler de ce projet annexe. Ah, donc moi, effectivement, j'étais pile la génération qui a commencé le Covid. J'ai commencé ma thèse la veille du confinement. Vraiment en plein dedans. Et donc, c'est vrai qu'en se retrouvant à la maison, le travail pouvait prendre une très grande place, mais j'avais pas envie de faire que ça. Et j'avais aussi envie d'utiliser mes compétences informatiques pour autre chose.
Et donc, j'ai eu envie de faire un site internet parce que le web, c'est très, très différent de ce que je fais, mais c'est quand même de l'informatique. Et je voulais savoir comment ça marche derrière. Comment ça se fait qu'on a un site en ligne, comment je sais que les gens ils vont cliquer sur quel bouton, etc. Ça m'intéressait vraiment. Pourquoi les sites ne fonctionnent pas parfois. Exactement. Donc maintenant, quand un site ne fonctionne pas, je peux aller le réparer moi-même. Et donc, j'ai fait mon site moi-même, complètement codé moi-même. Et après, il fallait mettre des choses dedans. Et j'avais aussi envie de partager un autre aspect qui est que je souffre de la maladie cœliaque. Donc, c'est pas du tout une maladie grave, c'est juste ce que les gens ont tendance à appeler l'intolérance au gluten, qui fait que je peux pas manger comme tout le monde. Et donc, souvent, les gens m'en parlent et me disent ça doit être dur, tu peux pas manger de pain, tu peux pas manger de gâteau. Et moi, j'avais envie de partager le fait que je trouve que ma vie, elle est super sans gluten parce que je cuisine, je m'intéresse à ce que je mange, je pense que je mange de façon très saine, je mange des choses beaucoup plus variées que les gens, beaucoup de légumineuses, des lentilles, les choses que les gens, ils n'ont pas tendance à cuisiner. Et j'avais envie de partager tout ça. Donc, ces deux faits m'ont poussée à créer Gluton. Et tout au long de ma thèse, j'ai pu un peu adapter Gluton à ce que j'avais envie de faire. Par exemple, à des périodes où je lisais beaucoup de papiers scientifiques, j'ai eu aussi envie de lire des papiers sur ma maladie. Et donc, lire des articles de biologie. Donc, je ne comprends pas forcément la biologie, mais je comprends la démarche scientifique beaucoup mieux que des gens qui n'ont pas l'habitude. Et donc, j'ai pu écrire des articles basés sur ma bibliographie, sur comment ça marche la maladie cœliaque, est-ce qu'il y a des chances d'avoir des remèdes, etc. Donc, c'était vraiment un projet annexe, mais qui m'a suivie quand j'ai grandi dans ma réflexion scientifique. Et voilà, je vous encourage, si vous êtes intéressé par le sans gluten. Il y a des très bonnes recettes, même si on peut manger du gluten, il y a de très bonnes recettes sur ton site. Et je pense que pendant le Covid, on s'est tous mis à beaucoup cuisiner, donc ça devait être très utile pour tout le monde. Oui, c'est vrai que l'élément déclencheur, c'est j'étais en train de partager une recette à ma grand-mère. Et je me suis dit, mais c'est pénible, je préférerais pouvoir lui écrire. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle se sont enclenchées et que j'ai décidé de faire mon site. Morgane, merci beaucoup d'être venue partager avec nous tes travaux de thèse. Alors, quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast à la rencontre des doctorants, à retrouver sur la revue numérique de l'École des Ponts Paris Tech, ingenius.écoledesponts.fr.